Classée Great Place to Work depuis 2012, Extia est une société de conseil qui allie bien-être et performance. Depuis 2007, l'entreprise accompagne ses clients sur leurs projets IT et digitaux en France et à l'international. Et parce qu'on place l'humain au cœur de tout, les Extia ont imaginé un espace pour celles et ceux qui souhaitent apprendre, transmettre et expérimenter. C'est comme ça qu'ont émergé les communautés by Extia. Aujourd'hui, cet écosystème se divise en deux univers. Dans les communautés, on échange, on progresse à travers des talks, des ateliers sur des thématiques techniques, DevOps, data, IA ou encore transverses, soft skills, sport et plein d'autres. En quelques chiffres, les communautés, ce sont plus de 100 événements organisés chaque année, plus de 10 thématiques mêlant expertise IT et enjeux transverses, et une communauté de plus de 3000 personnes en France et à l'international. Et pour faire vibrer toutes ces voix, on a lancé Shake and Talk, le podcast qui secoue les idées reçues et qui met en lumière les métiers d'aujourd'hui. Vous aussi, rejoignez-nous et suivez nos actualités sur le LinkedIn d'Extia. Et maintenant, place à l'événement. Bonjour à tous et bienvenue à cet événement. Nous vous accueillons aujourd'hui pour un retour d'expérience autour de l'IA. Bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Bilal, responsable IT, et Stéphane, directeur des systèmes d'information au sein d'Extia. Et ensemble, on vous propose aujourd'hui une table ronde sous le signe du retour d'expérience. Pour nourrir nos échanges et illustrer tout ça, nous avons un support de taille qui est le livre écrit par Bilal, qui est l'architecture Identity Driven, les 5 piliers d'une IT souveraine à l'ère de l'IA. Et surtout, restez bien avec nous jusqu'à la fin parce qu'on a une petite surprise pour vous. Mais avant tout ça, on peut rentrer dans le vif du sujet. Donc Stéphane, je me tourne vers toi pour ouvrir l'événement, pour bien comprendre le contexte et la vision globale d'Extia face à ces enjeux. Quel a été pour toi, pour vous, pour Extia, le véritable déclic? Merci Lauriane. Alors, effectivement, tout a commencé, l'histoire a commencé il y a 5 ans, au moment où je suis arrivé chez Extia. Et suivant une problématique que toutes les entreprises ont, c'est à un moment l'obsolescence de son système d'information, qui était le cas pour Extia au moment de mon arrivée. Et donc, j'ai simplement fait ce que un bon DSI fait, c'est un audit, effectivement, du système d'information, des processus métiers, d'essayer de comprendre les enjeux de l'entreprise, les leviers de valeur. Et en partant en fait de ce premier constat, ça a été de déterminer la vision du nouveau système d'information. Et un nouveau système d'information, ça se décompose de plusieurs façons. C'est-à-dire c'est un ensemble d'applications qui répond à des problématiques du métier, puisque chaque métier a sa problématique qui doit être couverte par une application. Ensuite, il va falloir réfléchir à ces applications, comment les faire communiquer entre elles, puisque ce qu'on appelle les interfaces. Donc, avec quelque chose d'assez moderne, donc les API étaient vraiment au cœur de la stratégie pour interfacer ces systèmes. Et le troisième point, c'était de réfléchir sur comment positionner ce SI pour qu'il soit résilient, qu'il ait une efficacité avérée et une sécurité avérée. Donc, quel type d'hébergement? Et ça, c'était des questions assez fondamentales. Donc, une fois que ces questions se sont posées, je vais pas te mentir, Lauriane, l'IA n'était pas au centre de notre stratégie il y a 5 ans. Mais par opportunité, on va le voir dans le déroulé du mythe, mais effectivement, on a surfé sur cette opportunité de construire en fait ce SI qui a été orienté sur un levier de valeur autour de la data. Donc, ça a été vraiment le cœur du système, ça a été de se dire, Extia, c'était une société qui gère énormément de volume de données. Ces données sont qualitatives, individualisées, et donc il a fallu faire circuler très vite cette information dans le système d'information. Donc en partant de ce principe-là, on a choisi ces applications, ces interfaces, et un modèle de données qui était effectivement qui configurait le système pour répondre à ses besoins, à ses enjeux.
Ok, bah merci, merci pour ton retour. Et peut-être, on n'est pas rentré encore dans le comment, mais je te laisse peut-être, Bilal, je l'ai repris, mais je te laisse te présenter peut-être la genèse aussi de ton livre. Eh ben, c'est très simple. Comme a dit Stéphane, il y a 5 ans, on ne pensait pas du tout à l'IA. Et c'est marrant parce que maintenant, tout le monde en parle. Et c'est vrai qu'en regardant dans le rétroviseur, on a fait, sans forcément penser à l'IA, tout ce qu'il fallait pour préparer l'arrivée de l'IA. Et du coup, c'est pour ça que j'ai aussi écrit ce livre il y a quelques mois, d'une façon assez simple. C'est que plus je réfléchis, plus j'y réfléchissais, et plus en fait, il n'y a pas d'autre architecture pour préparer l'IA que l'architecture centralisée autour de l'identité et de nos données. Comme a dit Stéphane, tout centraliser, redevenir propriétaire de nos données pour ensuite faire tourner de l'IA. Et comme je dis, en fait, souvent dans les DSI, chez Extia aussi, c'était le cas il y a très longtemps, on essaye d'automatiser, mais sans vraiment regarder la valeur. Et du coup, en fait, on automatise le chaos plutôt que d'architecturer la valeur. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, pour faire un retour d'expérience, donc ça tombe bien, sur toutes les étapes, avant de penser à mettre une IA qui va vraiment accélérer le business et accélérer l'entreprise. Et en fait, comme je le dis assez souvent, pour moi, dans ma vision, l'arrivée de l'intelligence artificielle au sein des entreprises va tuer 2 types d'entreprises. Celles qui, bien évidemment, ne vont pas l'utiliser, ça c'est une évidence, elles ne pourront pas suivre, et celles qui vont l'utiliser, mais sur des bases inexistantes, sur des données qui ne sont pas les leurs, sur des données qui ne sont pas intègres, qui ne sont pas des doubles données, etc., etc. C'est ce que j'explique dans le livre. Ok, merci pour ton explication un petit peu sur la genèse du livre. Et si on rentre un petit peu plus dans le concret avec le tout premier pilier que tu as décrit dans ton livre, qui est l'identité que tu présentes vraiment comme la donnée source. Il y a d'ailleurs une phrase, je vais le reprendre aussi, qui résume parfaitement cet enjeu que tu avais mis dans ton livre, qui est le SSO, c'est la connexion, la fédération des identités, c'est l'existence. C'est ça. Stéphane, si on applique cette idée d'existence et de fondation à Extia, lors de votre changement de RP, tu en as parlé tout à l'heure, en quoi cette rigueur sur l'identité, ça a été le véritable point de départ pour assurer aussi la scalabilité d'Extia? Oui, tout à fait, Lauriane. En effet, l'identité, ça a été vraiment au cœur de notre stratégie. Alors, il faut se remonter encore une fois, il y a 5 ans, 4 ans, 5 ans. L'identité, c'est un peu il faut le voir comme étant c'est le sésame, c'est ce qui permet d'ouvrir en fait la clé du système d'information. Donc, c'était un des fondamentaux. Ça a été une des réflexions avec notamment Bilal à son arrivée. Ça a été de trouver le meilleur fournisseur d'identité. Parce qu'on avait une problématique chez Extia, c'était de fournir une identité qui était sécurisée, donc suivant des contextes de localisation ou des contextes de sécurité en fonction de la conformité du PC, etc. Donc le couple identité et sécurité du PC, on en parlera dans le deuxième volet, a été fondamental. Donc ça a été vraiment le fondement. Donc si on imagine un système d'information et on fait une métaphore humaine, on peut dire que c'est le cœur du système. C'est vraiment c'est vraiment ce qui fait vivre le système et c'est ce qui sécurise le système et qui évite toute compromission. Donc, l'identité est un fondamental. Après, il faut voir l'identité comme non seulement un concept d'entrée sur un système d'information, c'est-à-dire c'est vraiment ce qui permet de rentrer et de prendre ce flux d'informations. Mais il faut le voir aussi comme un deuxième élément qui est moteur, c'est ce qui permet d'unifier effectivement les différentes applications dont je parlais précédemment autour d'une identité unique, de manière à réconcilier cette donnée autour d'une identité unique. Cette intégrité de données permettait effectivement, dans notre concept et dans la stratégie SI Extia, de consolider l'ensemble de ces informations qui viennent de systèmes totalement différents, avec des informations totalement différentes, dans ce qu'on appelle un data lake, qui était au cœur de notre stratégie. Donc l'identité a été l'élément fondateur. D'ailleurs, je me rappelle, il y a 4 ans, ça a duré au moins 6 mois. Ça a été vraiment un mantra au sein de la DSI. C'était la fédération des entités. Ça a été pendant 6 mois. Ça a été le mantra de la DSI qui nous a fait effectivement faire la suite logique dont on va parler. C'est exactement ça. En fait, il faut se remettre dans un contexte assez simple. On est une entreprise. Une entreprise, elle embauche quoi? Elle embauche des gens. Une personne, c'est une identité. Et en fait, il faut que cette identité permette à la personne et au système d'information de savoir à quoi elle a le droit
et de pouvoir accéder, en fait, de jouir du système en fonction de son identité. C'est normal qu'un comptable n'ait pas les mêmes accès qu'un commercial, etc., etc. Donc si on part de ce principe, même sans parler de technique, il faut trouver les moyens de fédérer cette identité au système d'information. En gros, une personne va être créée selon ses droits et même ses devoirs dans le système, dans le SI. Et donc tout part de là. Une fois que la personne est embauchée, elle est rentrée dans le système. Une fois qu'elle est rentrée dans le système, selon son identité, et ben elle est créée un petit peu partout comme il faut. Tout simplement, en fait, c'est Stéphane a parlé de Data Lake. C'est construire une unique source de vérité et qui permet en fait à tout le reste du système de puiser son information là-dedans, parce qu'on sait qu'elle ne peut être que juste. Et si jamais il y a une erreur humaine dedans, il n'y a qu'un seul endroit où on pourra rectifier, c'est là-bas, c'est dans ce Data Lake. Et tu le soulignes aussi très justement que tout part de l'humain, du coup, qu'on va doter d'outils. Oui. Et le tout premier de ces outils, le point d'accès physique à cette fameuse identité, c'est du coup le matériel. C'est ça. Ce qui nous emmène du coup tout naturellement à ton prochain pilier, qui est la gestion du parc. Stéphane, si je te lance un peu sur ce nouveau pilier avec presque une question un peu rhétorique, ce niveau de sécurité et de fluidité, est-ce que c'est possible si on ne maîtrise pas parfaitement son parc matériel? Non, c'est un peu rhétorique. C'est tout à fait, tu as donné la réponse dans ta question. En effet, comme je l'ai dit, c'est un couple, l'identité, c'est lié effectivement à l'interface qui représente ta machine. Donc le laptop ou le smartphone, ça représente environ quand même 2000 devices à peu près au niveau groupe, ce qui est assez énorme. Et cette problématique, elle est évidente, c'est-à-dire que une identité, c'est bien beau, mais après, il y a une interface, et l'interface, c'est le laptop ou le mobile. Et ce mobile et ce laptop doit être totalement sécurisé pour pouvoir effectivement permettre la connexion à ces données. Une corruption, en fait, au niveau de ce PC, au niveau de ce mobile, peut être préjudiciable effectivement pour le SI et pour la corruption de la donnée. Donc, ça a été aussi un des éléments fondamentaux. Donc, le fameux couple identité, gestion du matériel et de sa sécurité et de sa conformité. Bon, sans trahir de secret, tout le monde le sait chez Exia, c'est ce qu'on a. Nous, on est passé sur une identité Azure, Microsoft, et sur un outil qui s'appelle Intune pour permettre en fait à la team de Bilal de pouvoir, avec quelques personnes à la team, de gérer 2000 devices de manière totalement autonome en France et même à l'international. À travers le réseau Internet. C'est-à-dire qu'en fait, ces PC sont totalement sécurisés via ces outils et ce couple identité Intune, donc cette gestion de la conformité du PC, qui permet effectivement ensuite d'arriver dans le système d'information à travers ces devices. Donc ça a été effectivement, si on suit le livre de Bilal, le deuxième fondamental effectivement est la gestion et la bonne conformité du PC, qui est l'interface, si on fait encore une fois la métaphore, c'est le système nerveux en fait du corps humain. Donc voilà, le device pour nous à la DSI, c'est vraiment un fondamental de le sécuriser pour éviter toute corruption. En fait, c'est assez simple. Maintenant qu'on a le qui, on a l'identité, il faut voir avec quoi il va travailler. Et en fonction de avec quoi il va travailler, on va donner des règles plus ou moins souples. C'est-à-dire que s'il va travailler avec le PC du travail qui est propriété d'Extia, conforme, antivirus à jour, etc., et ben, il pourra jouir de telle manière du système d'information. Et comme l'a souligné Stéphane, on a 2000 devices, et demain on peut en avoir 4000, on peut en avoir 40 000. On ne va pas multiplier mon équipe par 10. En fait, on trouve un moyen d'être gagnant-gagnant dans l'efficacité surtout. C'est-à-dire qu'il fallait mettre en place ce qu'on appelle le zero touch. C'est-à-dire mettre en place un système qui va permettre de fournir du PC directement depuis le fournisseur de PC, que ça peut être Dell, HP, peu importe, directement chez la personne. Comme tu le sais, Extia, on est un groupe multinational maintenant. Il faut qu'ils puissent le recevoir sans passer par la DSI, donc question d'efficacité. Et donc, on a fédéré les identités. Maintenant, on fédère le PC avec cette identité aussi. Et c'est la même clé en fait qui permet de maîtriser le parc informatique. Ok. Merci pour en tout cas vos
vos retours différents sur cette partie-là. Et du coup, c'est une belle conclusion, on va dire, sur le matériel. Et cette maîtrise aussi de la machine, c'est la condition, sine qua non pour aborder notre pilier suivant, qui est la cybersécurité. D'ailleurs, tu m'avais partagé deux citations, Bilal, que je vais reprendre, que tu as écrit aussi dans ton livre, qui acte aussi la fin un peu d'une période où tu disais la cybersécurité moderne n'est pas un mur, c'est un filet, et vous êtes jugé sur la taille de ses mailles, que tu as écrit. Et tu as aussi dit croire au périmètre aujourd'hui, c'est comme croire à la ligne Maginot. Je cite bien ton livre. Et donc, si je reprends un peu les deux citations que tu avais écrites, on peut se dire que le périmètre classique, il n'existe plus. Le télétravail et aussi les multiples terminaux sont passés par là, donc ça a aussi changé beaucoup de choses. Et dans cette réalité un peu, sans frontières, comment Extia s'y prend-elle aussi pour assurer la protection et donc pour répondre aussi à ce pilier sur la cybersécurité? C'est une excellente question. J'étais certain que tu allais la poser. En effet, la cybersécurité, c'est un des troisièmes piliers en suivant le livre, mais de Bilal, qui est effectivement la construction du SI. Donc, on a parlé du PC sur lequel on peut rentrer grâce à cette identité. Donc, on sécurise l'identité. Après, on sécurise le PC parce qu'il est conforme, il est à jour et donc il évite les vulnérabilités. Mais après, on n'a pas fini parce qu'il faut aussi assurer dans la connexion avec le système d'information global d'Extia, il faut assurer la filtration en fait de ces informations. C'est ça la cybersécurité. C'est d'éviter effectivement toute corruption en fait de cette information. Pour éviter l'exfiltration de données ou pour éviter de rentrer dans l'information erronée ou corrompue dans le système d'information. Voilà, il faut le voir comme ça. Après, l'enjeu était fondamental chez Exia parce que une des stratégies, ça a été aussi, j'en ai pas parlé au départ, mais ça a été une migration totale du on-premise. Le on-premise, c'est quoi? C'est des systèmes d'information un peu obsolètes qui étaient finalement dans nos locaux. Et il y a eu une décision stratégique de tout basculer dans le cloud. Ça veut dire quoi? Ça veut dire effectivement que ça permettait une dimension internationale au groupe et de pouvoir justement se positionner avec des PC sur Internet et d'avoir des mises à jour totalement globales, indépendamment de la localisation des informations. Mais en allant sur cette stratégie, la cybersécurité était forcément à multiplier, ou en tout cas, c'était un point d'attention majeur, sans parler de certification et de conformité ISO 27001. La filtration de ces données, en fait, alors je vais rentrer dans les détails, mais ça a été effectivement ça a été un vrai sujet au niveau des interfaçages entre l'informatique et les serveurs, donc les différents systèmes d'information, les applications partout où elles étaient, mais aussi de sécuriser nos différents sites pour éviter en fait toute intrusion dans nos systèmes d'information. Donc la cybersécurité, c'est une vraie problématique finalement qui toutes les entreprises sont confrontées à cette problématique, et d'ailleurs on va le voir, c'est de plus en plus effectivement, d'ailleurs on le sait chez Exia, c'est de plus en plus un sujet d'affiche pour nos consultants cybersécurité, parce que toutes les entreprises sont confrontées à cette problématique d'exfiltration ou de corruption d'information. Donc c'est effectivement un des piliers qu'il a fallu réfléchir dans la stratégie Exia, notamment dû à cette migration dans le cloud, ce que font la majorité d'entreprises aujourd'hui. De toute façon, tu l'as très bien dit. Avant, sans télétravail, même avant Covid, on va dire, les terminaux et les identités étaient protégés derrière un mur, en firewall, parce que tout le monde était au même endroit. C'est plus le cas. C'est plus le cas. Plus vraiment. Donc, exactement. Donc, il fallait recentrer la cybersécurité au niveau de l'humain. Donc, on a le qui, l'identité, avec quoi et dans quelles conditions. Ça, c'est important. On va pas nécessairement donner la même latitude d'utilisation du SI pour une personne qui est sur un site conforme, comme ici, que s'il est chez lui, que s'il est dans un pays où il n'a rien à faire là-bas, par exemple. Donc, la cybersécurité, c'est ce qu'on appelle du zéro trust. C'est-à-dire qu'en fait, on part du principe qu'on peut faire confiance à rien ni personne. À rien ni personne, à condition... Enfin, a priori, on fait confiance à personne avant d'avoir posé la question, tu es qui? Avec toi, tu te connectes? Depuis où? Pourquoi faire? Etc., etc.
Ça, c'est des choses qui se font maintenant de façon technique. Il n'y a pas bien sûr quelqu'un qui apparaît à côté du PC pour poser ces questions. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le Zero Trust. Donc voilà, fédération des identités, Zero Touch avec les PC qui n'ont pas besoin de passer par la DSI. Donc c'est du gagnant-gagnant et pour la DSI et pour l'utilisateur c'est rapide finalement, il a son PC, il le déballe, il est neuf, il appuie, il peut déjà se connecter avec son identité. Et du Zero Trust, c'est-à-dire que en fait c'est transparent. C'est-à-dire que la personne, si elle est légitime avec le bon PC dans des bonnes conditions, et ben en fait la sécurité est fluide. Par contre, s'il y a une des conditions qui manque, par exemple, il est dans un endroit, dans un pays un petit peu, je sais pas, il est en vacances ou autre, et ben la sécurité va être un peu plus renforcée. Ça va lui redemander un mot de passe, ça va lui envoyer une authentification sur son téléphone, par exemple. Ou alors il n'a pas le droit du tout parce que c'est pas possible. Il s'est connecté à Paris aujourd'hui à 9h. Et à 9h30, il se connecte de Pékin. C'est pas possible, c'est un voyage impossible. Du coup, on bloque. Et ça, c'est bloqué, du coup, quand c'est comme ça. Okay. C'est Zero Trust bloqué en fonction de la sécurité. On peut dire qu'il est obligé de réinitialiser son mot de passe, ou il doit s'authentifier plus fortement, etc., etc. Donc c'est ce qu'on appelle de l'accès conditionnel. C'est un accès qui, en fait, c'est en fonction de ta condition dans laquelle tu te connectes, eh bien, il y a une sécurité qui est différente. Ok. Merci pour toutes ces infos et je crois que c'est toi qui dis aussi dans ton livre que il y a 82% des projets IA qui échouent et ça me fait penser, tu as mis aussi plusieurs citations où tu dis si un indicateur passe au rouge et que personne ne change rien, je reprends ta citation, et que ne change rien à sa journée, ce n'est pas un KPI, c'est de la décoration. Tout à fait. Tu mets aussi un ERP peut mourir, un CRM peut être remplacé, mais votre data lake, lui, vous appartient. Ben justement, ça tombe bien que tu rebondisses sur ça, parce que pour l'instant, on pourrait se dire, c'est quoi le rapport avec l'IA ? Quelqu'un qui nous écoute pourrait se dire ça. Et en fait, finalement, c'est justement la préparation pour l'émergence de l'IA, l'implémentation de l'IA. Tout ce qu'on met en place là, c'est justement pour que l'IA soit utile et qu'elle n'amplifie pas les problèmes, n'amplifie pas les failles. Il faut mettre ça en place. Et du coup, je vais te laisser nous dire pourquoi on met un data lake en place, un cube de données, comme tu aimes si bien dire, pour préparer l'émergence de l'IA. Merci pour le passage. J'ai plus besoin de le faire. Parfait. Alors, Zero Touch. C'est ça. Alors, en effet, comme Bilal l'expliquait, et je l'ai expliqué aussi en préambule, c'est un peu la pierre angulaire de la stratégie Extia. Extia est une société de services. On utilise énormément de données qualitatives sur le talent, sur les besoins du client, sur le client en lui-même. Et donc, on doit creuser toutes ces informations avec le droit d'en savoir, etc. Donc, ces données sont assez importantes. Et donc, il a fallu réfléchir sur cette urbanisation et sur cet ensemble d'applications donc, qui sont redéversées dans ce fameux data lake, donc sont en puits de data unifié grâce à cet identifiant. Il a fallu, grâce à ce puits de données, avoir des lectures avec des angles de vision différents. C'est-à-dire qu'un une ADP ou une ADV n'a pas la même lecture de la donnée qu'un IA ou une RH. Donc en réalité, en consolidant l'ensemble de ces informations, en donnant cette information avec sa facette de vision et son droit d'en savoir, c'était vraiment la clé de voûte de la stratégie. Et comme Bilal a un peu teasé il y a 5 ans, c'était vraiment cette stratégie orientée données. Pour piloter par les données, la business intelligence, il y a 5 ans, faisait des miracles. Et ça a été vraiment le cœur de la stratégie. Et par opportunité, et on s'en est aperçu assez rapidement, il y a à peu près 3 ans, avec l'avènement que tout le monde connaît de ChatGPT. Il a été évident, effectivement, que pour nous, on était parti sur le système iDouane qui était totalement en cohérence avec un système d'information sur lequel on pouvait empiler une IA. Comme on va le voir, une IA ne peut fonctionner qu'à travers une information intègre, une information juste et une information actualisée. On était pile poil dans le système d'information qu'on avait construit. Donc, on a fonctionné par opportunité. Mais vous avez fait au final gagner un peu de temps. Largement du temps. 5 ans. En tout cas, quelques années, puisque effectivement, si on redécompose pour une entreprise, c'est tout ce cheminement qu'elle doit avoir, qu'on a eu effectivement en dehors de ce spectre ou cette vision IA. On avait cette vision data, mais la data étant le démarrage effectivement d'avoir une IA qui fonctionne. Ensuite, on va en parler, on peut empiler de l'IA sur ce fameux cube de données avec cette facette de lecture et qui prépare finalement un futur intéressant à partir du moment où elle est maîtrisée.
parce que l'IA, ça se maîtrise, on va en parler. Cette IA a cette capacité de lire et de réconcilier cette information de données, parce que c'est ce qu'on fait nous à travers des rapports Power BI, c'est ce qu'on fait nous à travers une lecture d'informations qu'on croise et qu'on a l'intelligence de croiser. Par contre, l'IA, elle, est omnisciente de l'ensemble de ces informations et est capable de détecter, pourquoi pas, des signaux faibles de reprise de business ou d'afflux massif de nouveaux candidats sur des nouvelles fonctions, etc. Donc, la data est vraiment le cœur de ce système et ça a été vraiment la pierre angulaire. Et si on continue la métaphore au niveau humain, c'est vraiment l'intelligence, c'est pas l'intelligence, mais c'est la mémoire, effectivement, du corps humain. C'est la mémoire, c'est la matière grise et c'est celui grise du corps humain. C'est alors pour ça, pour moi, il y a plusieurs raisons pourquoi 82% des entreprises n'arrivent pas à faire des projets IA jusqu'au bout. C'est parce qu'ils n'ont pas de mémoire, c'est parce qu'ils n'ont pas de data lake, c'est parce qu'ils ont... Du coup, c'est difficile de juger le ROI. Donc, ils vont acheter des solutions SaaS en IA pour rédiger plus vite, etc. Donc ça, à la limite, ça accélère l'individu. Ça peut accélérer un service. Si, je sais pas, le service compta, désolé de prendre toujours cet exemple, mais le service compta, s'il a un SaaS qui est enrichi avec de l'IA, ils vont faire de la compta plus vite et mieux. Mais pour accélérer le business au niveau d'une entreprise, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué parce qu'en fait, le SI est souvent... c'est un puzzle qui n'est pas rassemblé. Et donc, nous, on le rassemble avec le data lake. C'est pas toujours évident, mais c'est une démarche qu'il faut faire. Sinon, 82% des projets. Oui, pour vous, c'est vraiment nécessaire de maîtriser la data avant de se lancer dans l'IA. Et du coup, ça m'emmène sur le dernier pilier, l'intelligence artificielle. Et paradoxalement, tu écris, Bilal, que l'IA ne remplace pas l'humain. Oui. Elle remplace le robot qui sommeille en l'humain malgré lui. Donc, tu écris ça aussi dans ton livre. Et pour toi, Stéphane, en quoi l'IA permet-elle concrètement d'aller plus vite et plus loin pour le business en général? Alors, Lauriane, j'ai en effet commencé à en parler. Alors, on a sauté sur l'occasion par l'opportunité avec l'arrivée de ChatGPT. On s'est dit, toute la DSI s'est regardée, on a dit, c'est pas possible, on ne peut pas laisser passer cette technologie, c'est une nouvelle rupture. On l'a vu il y a 3 ans et on a directement, il y a 3 ans, intégré effectivement dans nos concepts et dans le cœur du système d'information, à rajouter des modules IA et donc il a fallu réfléchir à dans quelle IA, comment on allait l'intégrer, comment on allait la sécuriser. Alors évidemment, ça allait tellement vite qu'il a fallu suivre tout ça ensemble. Mais je n'ai pas parlé d'humain parce qu'effectivement, on parle beaucoup de stratégie, etc. Mais la stratégie a toujours été corrélée effectivement à une organisation et à du staff. Le staff DSI, en fait, c'est complètement construit sur cette stratégie. Donc, les différents pôles ont émergé, notamment le pôle de Bilal. Avec son acronyme CLIP, mais d'autres pôles, effectivement, dont le pôle code qui était, lui, responsable data, s'est vu tout naturellement, en fait, arriver en fait, à un pôle et une expertise IA. Donc, évidemment, si on veut maîtriser la technologie, il faut avoir les talents pour la maîtriser. Et ces talents, effectivement, donc grâce à Extia et grâce à tous les services commerciaux et tous les services de talent management, on a réussi à retrouver, pour moi, les meilleurs talents en France, j'aurais tendance à dire. Donc, on est très fiers des talents de la DSI et des recrutements, effectivement, d'Extia pour arriver à construire ces modules IA. Donc, comment ça se construit? Ça se construit évidemment sur cette base de données, ce fameux data lake, sur la qualité de cette information. L'IA a cette capacité d'aller récupérer les informations et, par rapport à des prompts bien sentis, d'être capable de convertir en information de manière naturelle. Alors que si on imagine l'informatique un peu plus ancienne, c'est quoi? C'est des requêtes SQL, c'est des tableaux dynamiques pour essayer de faire parler de la data, mais à chaque fois qu'on veut modifier quelque chose, on est obligé de modifier le code. Maintenant, vous voyez l'IA comme étant finalement une translation alors ça ne limite pas évidemment le développement autre, mais ça permet de répondre beaucoup plus rapidement, et c'est ça l'enjeu de l'IA, c'est de répondre beaucoup plus rapidement sur de la donnée massive et de donner de l'information beaucoup plus rapidement pour avoir un pilotage ultra réactif et accélérer totalement le business. C'est comme ça, en fait, qu'on l'a pensé chez Extia. C'est comme ça qu'on a souhaité l'intégrer. On va certainement parler de cas concrets dans la suite. Mais on a défini cette architecture, on a défini la façon dont on allait l'implémenter, la façon dont on allait le sécuriser, on a défini le staffing autour, et tout le processus, en fait, s'est créé sur ces 3 dernières années pour délivrer maintenant, cette année, un certain nombre de produits IA dont on va certainement parler plus tard.
C'est ça en fait. Et pour moi, si j'ai un conseil à donner à toutes les entreprises, en fait, il faut penser quand on implémente l'IA, penser en fait à ce que j'appelle dans le livre la taxe robot. La taxe robot, en fait, c'est pas une nouvelle taxe du gouvernement. C'est ce que les entreprises payent aux êtres humains, aux salariés, pour faire des tâches qui pourraient être remplacées par des robots. Faire des copier-coller d'un système à un autre, de prendre des données d'un Excel pour les mettre dans un autre Excel, des données d'un SaaS pour le mettre dans un Excel, etc., etc. Je ne pense pas que c'est judicieux de payer des gens pour faire ça. Je pense qu'on paye des gens parce que c'est des gens. C'est-à-dire qu'ils ont un instinct, ils ont une capacité d'analyse, c'est des êtres humains, on se parle entre nous, on voit que certains services ont des besoins ou d'autres. On est en support d'autres êtres humains, en fait, ou on est une force commerciale, on est en support à d'autres entreprises. Et je pense qu'il est plus judicieux de consacrer l'argent vers des êtres humains que pour faire ce type de travail, plutôt que de faire des copier-coller un petit peu de moulinette. C'est pour ça que je dis que ça remplace le robot c'est censé remplacer le robot qui sommet en nous. Et tu dis aussi qu'il y a c'est un turbo, un accélérateur, mais que ça remplace pas l'humain. Non. Je crois que c'est toi qui le définis un peu comme un turbo. C'est ça. Mais c'est un turbo quand les choses sont bien faites. Mais c'est un turbo, donc si les choses sont mal faites, ça va accélérer vers la dérive. Exactement, vers la dérive, tout à fait. Et merci pour vos retours sur cette partie, sur ton livre. Et comme tu l'as dit, Stéphane, le but c'est aussi d'apporter aussi des cas concrets sur ce qu'on fait aussi chez Extia. Et nous on est convaincus qu'une entreprise a la responsabilité aussi d'accompagner ses équipes, ses collaborateurs face aux nouvelles technologies aussi, donc face à l'IA. Concrètement, au sein d'Extia, on a déployé un plan de formation dédié à l'IA aussi pour les collaborateurs. Donc on avait lancé aussi les nuggets IA sur des formats courts pour démystifier l'intelligence artificielle et acculturer aussi l'ensemble des équipes. On a construit une communauté métier sur l'IA, donc ils organisent aussi beaucoup d'événements pour l'ensemble des collaborateurs pour monter en compétence sur les fondamentaux de l'IA, proposer aussi des cas concrets, des retours, des cas concrets pratiques, des retours d'usage, les masterclass aussi, qui ont été aussi proposés dans cette communauté. Donc nous on est convaincus qu'il faut aussi diffuser l'IA au sein d'Extia. Et vous, je vous pose la question, Bilal et Stéphane, concrètement, comment l'IA elle agrège aussi les informations au quotidien pour aider à la décision, gagner du temps, ce qui est aussi le fameux, tu en as parlé tout à l'heure, mais qui est aussi le fameux enjeu. Comment vous pourrez répondre à ça? Je commence par un cas concret. Écoute, c'est comme tout le sens. C'est libre, j'ai posé la question. Vas-y, fais-toi plaisir. Je commence par ma petite lorgnette et toi tu développes plus large. Je vais donner un exemple. On parlait de cube de données, d'agrégation de données dans les différentes, dans un data lake. Nous, ce qu'on a fait à la DSI, c'est que, et je parlais aussi de taxe robot, il y a quelque chose qui vient de façon récurrente, ce qu'on appelle les affectations. On est une ESN, on a beaucoup de consultants chez beaucoup de clients à qui on prête du matériel. Et donc, il faut suivre le matériel, à qui est-ce qu'on a prêté, pendant combien de temps, etc. Ne serait-ce que pour une question déjà de traçabilité, et après pour une question de coût. Et en fait, on avait souvent des questions qui revenaient de façon cyclique toutes les semaines. Tu peux me rappeler qui a quoi comme matériel? Donc, la DSI est concentrée en un point géographique qui est l'Île-de-France, et Extia est concentrée en un point géographique qu'on appelle la planète Terre. Donc, c'est une étendue un peu plus large. Et ce qu'on a fait pour répondre à cette problématique, c'est qu'on a en interne à la DSI plugué un chatbot sur ces données-là. Et en fait, on parle avec le chatbot qui, lui, va interroger en fait la base de données. Qui a quoi, pendant combien de temps il a eu, depuis quand, combien ça coûte. On pourrait aller jusqu'à combien ça coûte. Et du coup, on a remplacé en fait les fameuses requêtes SQL où il fallait mettre, 30 minutes pour chercher. Juste en langage naturel. Tu peux me dire qui a quoi, ou par exemple, quel manager, ce manager-là a combien de périphériques dans son périmètre. S'il a 15 consultants, Et tout est rentré en fait dans une base de données. C'est ça. Et après, du coup, avec le chatbot, ça l'interroge directement. On a la réponse en direct. On pourrait limite demander au chatbot de nous projeter des graphiques, etc., pour voir le PNL. On n'est pas encore allé jusque-là, mais ça, en fait, c'est un petit effort en plus à faire pour avoir ça. Donc voilà, ça, c'était mon goût. Et moi, je te laisse...
Ouais, merci. Alors ça, c'est un cas concret. Alors, chez Exia, en fait, il y a deux possibilités de voir l'IA. Il y a la première possibilité, et c'est offert à l'ensemble des collaborateurs, puisque tout le monde a un abonnement Gemini. Donc, vous avez la possibilité d'utiliser Gemini ou Notebook LM. Et donc, il y a des formations sur le sujet, et j'engage vivement tout le monde à s'accélérer avec ces outils, puisque au sein de la DSI, évidemment, c'est vraiment très utilisé, mais il faut que l'ensemble des collaborateurs l'utilisent et apprivoisent ces outils. Il faut bien le voir, ce sont des outils qui permettent de s'accélérer soi-même. Donc, c'est de l'échange avec l'IA, c'est on récupère nos informations, on lui demande des informations, il faut contrôler cette information. Ça, c'est l'accélération de soi-même. Et ça, évidemment, c'est un des premiers préceptes. Le deuxième, et c'est celui-ci dont Bilal vient de parler et dont j'ai aussi évoqué certains projets, c'est le deuxième qui est beaucoup plus, on va dire, rémunérateur d'un point de vue des efforts, c'est d'accélérer les processus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chez Exia, on a tous les processus existent, donc notamment supportés par l'outil Vamos. Et donc l'idée, c'était de positionner des technologies, enfin en tout cas des modules technologiques IA pour accélérer le processus. Donc j'ai quelques exemples, et la plupart des gens en sont courants. C'est intégrer un chatbot pour répondre à un certain nombre de questions pratico-pratiques sur l'ensemble des collaborateurs qui sont assez nombreuses. Il y a l'exemple du sujet, enfin le sujet qui est en cours de test en ce moment et qui beaucoup de gens l'attendent impatiemment, c'est accélérer finalement son DT grâce à un module IA qui permet à travers un CV de pouvoir régénérer en fait en quelques minutes et de manière assez sympa et plutôt bien formatée grâce à l'IA générative, d'avoir un DT orienté totalement externe. Donc ça, c'est un deuxième élément qui est en cours de test qui va bientôt être livré. On espère avant l'été, et on a un certain nombre de projets effectivement de croisement de besoins clients avec des solutions. Les solutions, c'est les talents, donc ça peut être des candidats qui sont approchés ou des consultants qui sortent de mission ou qui vont bientôt sortir de mission. Donc tout ça sont des projets qui sont en cours et qui sont travaillés avec le métier, notamment avec les différentes parties prenantes de la DSI sur la maîtrise d'œuvre et différentes parties prenantes aussi au niveau métier pour essayer de consolider les besoins et de répondre effectivement efficacement. Mais donc c'est la partie, ce que j'appelle accélération du processus. Et l'accélération du processus, il est invisible du point de vue de l'utilisateur. C'est-à-dire que l'utilisateur va continuer à utiliser Vamos, mais elle va appuyer sur des boutons et c'est l'IA qui va lui accélérer le processus. Et donc, ce qui prenait des heures à faire un DT ou demander à son consultant de faire un DT, permettra au manager, au RH ou même au consultant de pouvoir générer en fait son DT en quelques minutes et pouvoir ensuite le contrôler parce qu'encore une fois, on le rappelle, l'IA est un accélérateur d'un certain nombre d'éléments, mais c'est l'humain qui pilote l'ensemble. Donc, c'est toujours l'humain qui va valider cette information, qui va dire « Ok, je considère que ce qu'a fait l'IA est fonctionnel, donc j'enregistre l'information. » Mais versus les dizaines d'heures gagnées, j'ai tendance à penser que l'accélération du processus va plaire à tout le monde. Et j'ai envie de conclure un peu cette table ronde sur avoir un petit peu vos visions sur l'avenir de l'IA. C'est vrai qu'en ce moment, du coup, on en parle beaucoup, qui est au centre de tout. Mais quelle est un peu votre vision respective sur la place de l'IA dans les prochaines années, si vous avez La question est peut-être un peu difficile. C'est ce que j'allais dire, c'est la question la plus dure qui. Pour vous, spécialiste de l'IA, quelle peut être votre vision sur les prochaines années? Pour moi, en fait, ça va enlever toutes les frictions homme-machine. En fait, l'être humain est très bon pour gérer de la donnée, mais au bout d'un certain nombre de volumes de données, il est perdu. Il est perdu et il est obligé de s'agglutiner, sa vision avec d'autres humains. Et du coup, il y a la communication qui rentre en jeu. Alors que moi, j'ai ce volume de données, toi, tu as ce volume de données. Qu'est-ce que tu as compris de tes données? Qu'est-ce que j'ai compris de mes données? Et bon, il y a d'autres problèmes, d'autres frictions qui rentrent en jeu. Je pense qu'une IA, comme a dit Stéphane, en fait, elle enlève cette friction-là. C'est-à-dire qu'elle est omnisciente, entre guillemets. Elle voit toutes les données en parallèle ou en 360 degrés. Et elle retire la friction. Elle va dire, voilà, selon les données disponibles, A, B, C. A, probabilité 80%, etc., etc. Et donc, ça va retirer cette friction-là. Je pense que c'est dur de se projeter à 5 ans. C'est dur de se projeter à 1 an. Ouais. Mais je pense ça va vite aussi. C'est ça. Je pense que toute cette friction homme-machine, mais en fait, c'est homme-donné. En fait, ça va l'évacuer. Et on va avoir un rôle comme dit Stéphane, de
contrôler en fait, ce que l'IA nous restitue. Oui, pour emboîter le pas de Bilal, c'est souvent des discussions qu'on a, puisque d'abord, ça va très très vite, comme tu le sais. Après, on en est aujourd'hui à cette phase-là, effectivement, on en est sur cette phase où on processe des modules IA au sein de nos processus pour les accélérer. Donc, ça va sortir, ça sort dans quelques mois, etc. Ça va nettement accélérer les processus et les pertes de temps qui seront rattrapées effectivement par l'IA. Après, on arrive dans une nouvelle étape qu'on est en train d'auditer, qu'on est en train de tester, qu'on appelle l'agentique. Et ça, c'est la nouvelle révolution, parce que toutes les révolutions, tous les ans, on a une nouvelle révolution IA. Et là, l'agentique, juste pour donner un peu un teasing, c'est donner en fait des bras finalement à une IA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette IA aura la capacité de prendre le contrôle de son PC et de faire des mails ou d'aller sur les agendas ou d'aller faire des fichiers ou d'aller saisir des informations directement sur le système d'information. Alors attention, c'est pas du futur, c'est du futur temps réel. C'est ce qui est aujourd'hui en test au sein de la DSI, notamment à travers les outils proposés par Google. Mais effectivement, Google emboîte ce pas. Mais aujourd'hui, tous les acteurs IA, Anthropic, ChatGPT, enfin l'ensemble des acteurs sur le marché IA se dirigent tous vers cette agentique. Donc ça, c'est une nouvelle technologie qui arrive, qui est en test chez nous, et là se posent d'innombrables questions de sécurité, de déontologie. On parle d'IA Act, on parle de tout ça, donc il y a beaucoup de conformité, il y a beaucoup de choses qui arrivent, qui vont se confronter, parce que finalement, ces nouvelles technologies vont faire rentrer dans le secteur le juridique, les philosophes de pensée aussi, puisqu'il y a des choses est-ce qu'on fait ou on ne fait pas, est-ce que c'est déontologique ou pas. Donc il y a un ensemble d'éléments en fait qui va justement permettre à l'humain de se réconcilier autour de que va devenir l'IA et qu'est-ce qu'on veut pour nous et pour notre futur. Parce que tu disais du coup c'est la possibilité avec l'IA agentique d'envoyer des mails ou même par exemple de faire un post LinkedIn directement via mon profil, ça veut dire qu'il faut aussi rentrer potentiellement plus de données courantes actuellement sur, par exemple, son profil LinkedIn. J'ai pris cet exemple-là, mais ça peut être sur son profil LinkedIn, son adresse mail. Donc, si on le fait au sein d'Extia, il faut que du coup, on puisse tout rentrer et que ce soit... Enfin, que la sécurité, ça passe aussi sur... Donc, ça fait encore plus de données. Et sans ces piliers, c'est pas possible. C'est exactement ça. C'est une synergie et ces 5 piliers permettent de montrer qu'en fait, on est sur une synergie. Rien n'est possible sans la data, mais rien n'est possible sans la sécurité, rien n'est possible sans cette capacité de liaison en fait des informations entre elles. Donc, ces 5 piliers nous amènent en fait finalement à un futur possible grâce à ce système d'information. Et pour tous les acteurs qui n'ont pas, en tout cas toutes les entreprises qui n'ont pas cette informatique, ça semble beaucoup plus chaotique pour eux effectivement d'appréhender ce genre de choses. On va commencer par redevenir souverain de ces données, en fait, c'est obligatoire. Et je pense qu'on a fait une très belle conclusion. Et du coup, un grand merci à tous les deux. Avant de prendre, je vais regarder en direct, mais avant de prendre vos questions, il y a un QR code qui va s'afficher à l'écran si vous voulez redécouvrir les 5 piliers du livre de Bilal. Et on vous l'avait promis aussi en début de session. On vous propose de tout simplement, enfin pas tout simplement, mais de gagner le livre de Bilal. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez juste répondre par oui dans le chat. On fera un petit tirage au sort juste après l'événement et puis on vous annoncera dans un mail demain le nom du gagnant. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à répondre oui dans le chat et puis on regarde tout ça après. En attendant, je vous laisse un tout petit peu de temps pour répondre, comme ça je vais regarder les questions. Hop là. Alors... Tu veux que je te le dise, Lauriane? Attends, je vais regarder en même temps. Hop, au niveau du son. C'est bon, je les ai. Okay. Alors, je vous pose les questions. Après, je vous laisse arbitrer entre vous. On va avoir des jokers. Vous en avez déjà plusieurs. Okay. Vous en avez déjà plusieurs. On vous demande quel est l'aspect de l'IA qui vous fait le plus peur? Moi, j'ai la réponse. Vas-y. Il n'y a pas de buzzer. Et pourtant, j'aime beaucoup l'IA, mais c'est de la laisser faire. En gros, en fait, ce qui me fait le plus peur dans l'IA, c'est l'être humain. C'est de se dire, OK, je prends pour argent comptant ce qu'elle me dit, ce qu'elle fait, et du coup, je ne contrôle pas. Ça, c'est l'aspect. Et je l'ai dit aussi parce que moi, dans mon côté perso, des fois, je me laisse aller à
à pas vérifier ce qu'elle dit et à prendre ça pour argent comptant. Alors qu'elle hallucine, elle invente des citations, elle fait des trucs. Donc, c'est un peu la prise de décision derrière qui te. C'est ça. En fait, le truc est tellement impressionnant qu'on a vite de se dire, c'est bon, c'est tellement impressionnant que c'est forcément juste. Donc, paradoxalement, ce qui me fait peur dans l'intelligence artificielle, c'est l'humain qui l'utilise et qui ne contrôle pas derrière. On a parlé dans le sens de Bilal, si on parle d'agentique, et ça c'est très intéressant, puisque tout le monde conseille l'utilisation de l'agentique, mais en dehors de son PC, donc sur un PC de type VM dans le web, pour éviter effectivement, pourquoi ? Parce que l'IA, une fois qu'elle a accès à votre PC, finalement elle peut effacer vos fichiers, elle peut publier vos fichiers partout dans le monde, elle peut exfiltrer vos données sans que vous maîtrisiez l'information. C'est-à-dire à un moment elle va bien aller, mais si on fait référence à des films de science-fiction, des fois l'IA peut péter un plomb. Donc c'est ça qui fait peur, c'est-à-dire que les gens vont nécessairement faire confiance à cette chose qui n'est rien d'autre que du numérique et des lignes de code, qui prend des décisions arbitraires basées sur des lignes de code et qui va faire des choses finalement, qui va déraper, qui va dériver. Donc c'est pour ça que je reviens toujours sur l'humain qui pilote cette IA. Il y a toujours cette notion de pilotage et ça reste un outil qu'il faut toujours faire attention à utiliser. Ouais, qui aide à la décision et pas, qui ne décide pas pour nous, mais qui nous aide à décider. C'est ça, et je rebondis, en fait, c'est paradoxal, mais l'intelligence artificielle, les LLM ont été entraînés sur l'humain. On n'avait pas le choix, on n'avait pas d'autres espèces pour entraîner dessus. Donc, en fait, ce qui est marrant, c'est que souvent, les LLM ont les mêmes biais que nous. C'est-à-dire que nous, on peut avoir des a priori, on part sur cet a priori, on prend ça pour argent comptant, mais les LLM font aussi la même chose. Donc, si on ne contrôle pas derrière, ça peut partir à volo. Merci pour vos réponses sur cette question. Alors, il y a Guillaume qui vous demande comment utilisez-vous l'IA au sein de l'IT au quotidien ? Moi, je peux répondre. Alors, je suis très friand de l'IA, notamment pour faire mes présentations. C'est-à-dire qu'utiliser Gemini avec un prompt qui raconte un peu effectivement mon plan, ce que je souhaite dire, etc., avec NotebookLM qui a ma base de données de tous les projets DSI en cours, en quelques minutes, voire dans le tramway 2, je peux faire ma présentation avant ma réunion. Avec une présentation slide de qualité professionnelle, bien mieux que ce que je faisais avant, en termes de couleurs notamment. Tout le monde le sait. Et donc, voilà, par exemple, c'est un cas concret d'utilisation tous les jours. C'est vraiment m'aider à présenter l'information, à restructurer ma pensée à travers du génératif et à travers une présentation en bonne et due forme, c'est-à-dire qui est plutôt jolie à regarder, agréable à l'œil. Moi, c'est simple, ça fait depuis plus qu'1 an que je fais plus de script. Ça veut dire que je fais que relire le script que l'IA m'a donné. Et tu le corriges si besoin, mais tu le fais plus. Après, sur les scripts, je corrige jamais. C'est tout le temps bien. Donc, mais en fait, je fais que relire. Je suis un reviewer de script, en fait. Donc, concrètement, voilà, ça après plein d'autres cas. Mais je pense que, de toute façon, on le voit, avant, pour faire un script PowerShell ou autre, la page d'accueil de Google Chrome, c'était Stack Overflow. Et en fait, depuis que l'avènement des LLM, il y a une baisse de fréquentation dramatique du site, quoi. C'est normal parce que les gens ils s'interfacent directement avec LLM. Voilà. Donc ça, c'est un des cas concrets. Après, le cas là, c'est pas pareil. Comment il l'utilise pour les slides. En fait, il lui fournit la donnée, donc il est propriétaire des données qu'il fournit, et après il contrôle, et il réitère, etc. Après, ça lui donne un truc qu'il aurait fait en 3 jours, il l'a fait en 3 heures. Oui, bien sûr qu'il y a un gain de temps. Dans ma fonction et dans certaines fonctions, j'encourage tout le monde à faire la même chose. Je défile les questions. Vous en avez une autre qui vous... Alors, vous pensez quoi de ceux qui disent que l'IA va remplacer les métiers de l'IT ? En fait, allez, on va se mettre dans on est en 2300. On est en 2300, pour moi, l'IA va tout remplacer. Ça, c'est ma vision, c'est basé sur rien. C'est juste un a priori. Ça a remplacé les métiers de l'IT. Comment on peut dire ? Imaginons que ça soit des dominos et qu'ils vont tous tomber par groupe. Je pense que le groupe qui va tomber vers les derniers, ce sera les métiers de l'IT. Comme on a dit, l'IA ne fonctionne pas en entreprise sans données, sans base de données, sans data lake, sans système sécurisé, sans contrôle de l'information. Qui fait ça si ce n'est pas les métiers de l'IT ? Donc, les métiers de l'IT. C'est ce que je pense. Alors, idem, la question. Alors, c'est une question intéressante parce que c'est une question qui est posée fréquemment. Alors,
évidemment, si l'IT n'a absolument pas peur de l'IA, au contraire, finalement, c'est un peu notre Frankenstein. Hein. On est un peu les docteurs qui ont mis à jour ce genre de choses. Ça reste des lignes de code, ça reste de la mathématique, ça reste des mathématiques et ça reste de l'information numérique. Donc, évidemment, qui doit être piloté par des experts en la matière et effectivement, comme n'importe quel outil, fourni au métier. Donc, en réalité, j'aurais tendance à dire, je ne vais pas faire de statistiques pour savoir qui va être remplacé ou pas. Il est évident que ce n'est pas des gens qui vont être remplacés, mais c'est des fonctions qui vont être remplacées, c'est des parties des processus qui vont être remplacés. Ça, c'est une évidence. Mais moi, je le vois plutôt de manière vertueuse, puisque finalement, il y a des choses qui n'ont aucune valeur ajoutée, qui peuvent être faites par un robot ou par une IA, mais encore une fois, sous le contrôle humain. Donc, les métiers de l'IT sont là pour fournir cet outil, modéliser cet outil et mettre à sa disposition et rationaliser cet outil et surtout le piloter pour éviter les dérives. Parce que si le métier l'utilise sans aucun contrôle, c'est un peu comme donner une voiture sans avoir finalement le mécanicien qui assure l'entretien du véhicule. Donc non, on n'a absolument aucun souci à se poser sur la question. Mais toi, tu vois plutôt, vous voyez plutôt, ce que vous avez la même vision sur ça, comme une évolution. Bien sûr, ça reste un outil supplémentaire pour les domaines. Il y a des nouveaux métiers d'IT qui existent autour. Il y a des métiers qui s'améliorent, enfin en tout cas qui se construisent autour de ça. Et moi, je dirais qu'une ESN a tout intérêt, effectivement. Au contraire, c'est une vraie boîte de développement. D'ailleurs, Exia se mobilise là-dessus, sur les différents métiers, comme les data analysts et les data scientists, qui sont les éléments moteurs. Après, il y a des urbanistes, il y a des chefs de projet, il y a tout un tas de types de métiers qui permettront de faire des squads IA, mais bien évidemment, ce sont des gens, des professionnels en la matière qui doivent manipuler ces données. Si on le voit évidemment d'un point de vue de Gemini, oui, c'est facile, mais en réalité, Gemini reste un outil qui a été développé et qui est maintenu par des forces technologiques. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que je suis tombé sur une offre d'emploi pour un freelance pour maintenir et réparer une application entièrement vibe codée en IA. Donc, en fait, on va commencer à voir sur une évolution de poste que tu retrouvais pas. C'est ça, exactement. On va voir en fait des opportunités de personnes qui ont pensé que l'IA allait remplacer complètement tout le temps. Et en fait, maintenant, on recherche des gens pour réparer ce que l'IA a fait. En fait, il vaut mieux préparer le terrain pour l'IA plutôt que de réparer après coup. Je pense. Belle transition vers. Et alors attends, je regarde en même temps. Vous avez une autre question d'Enzo qui vous demande: quel conseil donneriez-vous à une PME disposant de moins de données et d'une infrastructure plus limitée pour intégrer l'IA? C'est intéressant. C'est intéressant quand même. Alors moi, en tant que conseil, j'éviterais l'agentique sans maîtrise. Mais par contre, effectivement, l'inférence, c'est-à-dire le mode chatbot, le Gemini, le notebook LM, ce sont des accélérateurs énormes pour une PME. Une PME avec 100 personnel technique, ça fonctionne très très bien. Ça permet effectivement d'accélérer un peu les différents business de cette entreprise. Maintenant, les TPE ou les sociétés avec une seule personne, oui, elle peut utiliser l'agentique ou autre, mais avec des compétences technologiques quand même évidentes. C'est-à-dire que je vois mal une entreprise se monter sans un geek ou en tout cas quelqu'un qui maîtrise effectivement ces solutions informatiques. Tu peux me répéter la question? Parce qu'elle est vachement intéressante. Je te la montre en même temps, mais je peux la relire aussi pour tout le monde. C'est: quel conseil donneriez-vous à une PME disposant de moins de données et d'une infrastructure plus limitée pour intégrer l'IA? En fait, c'est le moins de données qui me trigger un peu. En fait, il y a toujours des données. Il y a toujours des données. Effectivement, s'il y en a moins, c'est peut-être moins de volume. C'est ça, moins de volume, etc. Donc, effectivement, je dirais, comme a dit Stéphane, peut-être prendre des outils déjà tout faits comme Gemini, etc. pour accélérer ça. Oui. Après, ça va dépendre vraiment du secteur de la PME. Mais il faut en fait trouver ce qui est redondant et qui a peu de valeur ajoutée, mais qui est nécessaire. Et oui, il y a de l'analyse de données pour mettre de l'IA, en fait. C'est pour passer de la donnée à l'inférence. Aussi petite soit-elle la donnée, des fois, ça peut être compliqué de passer à la conclusion, ce qu'on appelle, à l'inférence, quoi. Et ben, c'est là qu'il faudrait
faudrait recenser en fait les process. Oui, après, autre conseil pour une PME, c'est en général, ils utilisent des solutions SaaS qui elles-mêmes s'agrémentent en fait de solutions IA. Donc, de bien choisir sa solution SaaS un bon éditeur qui va intégrer effectivement, qui va accélérer son outil grâce à ces modules IA, tel qu'on le fait chez Extia en propriétaire. Mais effectivement, une PME, elle, va acquérir en tout cas une location de ce logiciel SaaS avec agrémenté effectivement de fonctionnalités IA. Donc, bien choisir son outil, mais ça reste du conseil informatique, etc. Donc, que Extia peut promulguer ces différentes entreprises. Très intéressante la question. Et merci à tous. Je suis en train de regarder s'il n'y en a pas d'autres qui s'affichent, mais je pense que vous avez répondu du coup aux 4 questions qu'on avait. Donc merci beaucoup à tous pour vos questions et d'avoir été avec nous pour cet événement. Et merci à tous les deux d'avoir partagé vos retours d'expérience. Bilal aussi, nous avoir présenté ton livre. Et je pense que le sondage il est toujours actif si vous voulez le gagner. Donc n'hésitez pas à y répondre avant de partir. Et puis du coup, on vous souhaite une bonne soirée. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci bonne soirée. Merci Lauriane. Au revoir.